donne la parole à Elisabeth Zuckman. Il n'y a que 10 jours qu'elle sait qu'elle va faire l'introduction. Et quand je lui ai téléphoné, puisque Elisabeth n'a pas d'email, c'est sa manière aussi de résister à une certaine forme d'évolution qui peut-être compromet aussi certaines des valeurs comme la patience et le temps de la réflexion. Elle m'a dit qu'elle était très incertaine et puis finalement elle y a pris goût. Merci Elisabeth. Merci à tous d'être là et d'écouter le parti que j'ai pris pour affirmer, oui, il nous faut prendre soin de notre société parce que notre République est, depuis environ 3 décennies seulement, 3 décennies quand même, un grand corps malade. Individuellement et collectivement, nous sommes atteints, comme tous les pays riches, par le cancer de l'individualisme. Nous imputons ce mal à la crise économique, c'est commode, mais ça n'est qu'un prétexte. Et en réalité, c'est l'effondrement depuis 3 décennies à bas bruit des valeurs de la République et des valeurs personnelles. Alors vous n'allez pas être content, mais je pense que c'était un devoir de regarder beaucoup et en face où on en est aujourd'hui pour en sortir. Donc, un sondage Ipsos de février nous donne les signes cliniques de cet abandon des valeurs, de la valeur d'engagement, comme vous l'avez si bien montré. 20% seulement de nos concitoyens sont engagés, disent-ils, dans une activité citoyenne, syndicale, associative, etc. 55% d'entre nous n'y ont jamais été. Et ce qui est plus grave, ils sont 65% chez les moins de 35 ans. Et surtout, 25% ont été engagés, se sont engagés et ne le sont plus. Et ce sondage ne s'est pas intéressé aux très vieux comme moi, hein. Ce sont les 20-60 ans. Bien. Alors avec ça, je m'autorise rapidement à faire un bref regard sur mon long parcours pour vous démontrer que ce mal est récent. 30 ans, c'est rien. En effet, les ados comme moi, pendant la guerre de 39-45, se sont enracinés dans un très fort attachement à la patrie et à la République. Jeune médecin en 64, avec une poignée de médecins chevronnés, ce que je n'étais pas, et de travailleurs sociaux, tous animés de la même utopie, nous avons vécu un miracle parce que nous avons obtenu de l'assistance publique de Paris et de la Caisse nationale d'assurance maladie que cède du jour au lendemain la ségrégation qui faisait un désert pour les enfants dits encéphalopathes, c'est-à-dire porteurs d'une lésion cérébrale grave qui provoquait un état de totale dépendance ou très grande dépendance. Ils étaient restés sans soins, sans accompagnement, au prétexte donné par les médecins que pour eux, il n'y a rien à faire, et donc tout le monde derrière eux pensait la même chose. Et ça durait depuis toujours. Le fait qu'au sommet de l'État, des gens soient sensibilisés a mis un terme à notre quête vaine de les faire sortir du désert et
à la réflexion, en pensant à notre rencontre, je me dis que pour ceux-là, très dépendants sur le plan moteur, sur le plan cognitif et dans la dégradation progressive de leur état de santé globale, pour cela, dans le fond, on ne se le disait pas sur le coup parce qu'on travaillait dans l'enthousiasme d'avoir enfin les moyens de les aider, de les soigner. Pour cela, dans le fond, c'est bien les trois grandes valeurs de la République qui nous animaient sans que nous le sachions. La liberté, parce que les soigner, les accompagner leur donne un espace de liberté maximum par rapport à leur grande dépendance, c'est-à-dire réduit mais existant. L'égalité, parce qu'on faisait sortir toute une population, comme quand on a fondé l'école publique, de l'exclusion totale. Et la fraternité, parce que leur isolement, et l'isolement de leurs parents, mais aussi l'isolement de ceux qui s'y intéressaient, c'est moins grave, était immense et désespérant. Donc nous étions, sans le savoir, sans se le dire, en plein dans le thème qui nous rassemble. De cette époque-là, jusqu'aux années 90, ça a été une époque heureuse, dynamique, pour des raisons qui n'existent plus. C'est que les lois, donc notre République, étaient élaborées, pour eux comme pour tout le monde, directement avec les personnes concernées. Il y avait une concertation totale pour la loi de 1975, par exemple, la première loi sur le handicap, entre les associations qui existaient déjà, qui se sont multipliées à partir du CESAP né en 1964, et bien d'autres dans toute la France. Cette concertation, pour en avoir fait partie, de 1965 aux années 90, je peux vous dire qu'elle faisait que les lois, à cette époque, correspondaient aux besoins, car elles ne naissaient pas seulement de la bonne volonté et de la science des énarques, mais d'une connaissance directe du terrain, puisqu'elles naissaient d'un consensus, d'une rencontre qui était systématique. Silencieusement, à partir des années 90, et je ne me lancerai pas à l'expliquer, cette concertation s'est évanouie. Et nous recevons maintenant des lois, depuis le début en particulier des années 2000, qui n'ont plus grand-chose à voir avec les besoins auxquels elles pensent pouvoir répondre. Même la loi de 1975 est un magnifique discours sur la citoyenneté. Mais ces décrets d'application, d'abord, ne sortent que très peu, et quand ils sortent, sont très éloignés des besoins, faute de ces rencontres entre le législateur et le terrain. Il a besoin de savoir, réellement, d'entendre. Or, les familles se sont constituées en groupe qui prend la parole, et les professionnels sont prêts aussi à donner de leur temps pour cet éclairage qui nous avait permis de bien travailler. Progressivement, donc, un divorce s'est instauré entre, d'un côté, la loi et l'administration du handicap, avec un grand A et un grand H, qui est devenu un corps particulier relativement déshumanisé et en tout cas inorganisé. Je pense au MDPH en vous disant ça. Entre ceux-là et les gens de terrain, les familles qui luttent, qui espèrent, les jeunes
quelle que soit leur situation, hein, je ne pense pas exclusivement aux enfants puis aux adultes polyhandicapés, et aux professionnels qui petit à petit, comme à l'hôpital, sont démunis des moyens d'aider, d'accompagner et de soigner. Et cette déshérence du soin prend actuellement une importance dramatique qui nous met au bord de la catastrophe dont nous avons chaque jour de nouveaux exemples. Alors j'arrête de vous dire ce qui ne va pas, parce que bien entendu, notre pays est riche, contrairement à ce qu'on nous fait dire. Mais il n'est pas inclusif, comme il prétend l'être. Et nous avons la liberté de la presse, nous créons des richesses qui s'expatrient silencieusement, mais elles sont là. Et surtout, je pense qu'on est en train petit à petit de nous rendre compte qu'il est temps de nous réapproprier les vertus de la République. Et en plus de ça, nous réapproprier la valeur qui servait de sous-titre à notre rencontre, la responsabilité. Cette responsabilité, c'est chacun de nous qui devons la porter. Et c'est nous tous ensemble, là où nous sommes, ensemble, en groupes divers et variés, professionnels ou associatifs, qui devons la faire vivre pour que demain, nous soyons à nouveau réellement en République. Merci. Merci Elisabeth. On n'aurait pas pu rêver d'une introduction mieux pesée à travers d'abord l'intervention de Catherine qui a une portée philosophique. On va voir deux philosophes qui vont se succéder et on va voir de quelle manière ils vont reprendre peut-être un certain nombre de ces concepts. Et puis ce discours engagé d'Elisabeth Zuckman, militante jusqu'au fond de l'âme. Et c'était important d'inviter dès le début de cette rencontre, de ces assises, les personnes vulnérables, celles qui n'ont pas de voix pour s'exprimer, pour revendiquer, pour prendre des positions, pour faire du lobby politique, celles qui quelquefois sont dans des lieux qui sont marginalisés de la cité, qui ne préoccupent plus personne, et celles et ceux qui vivent au quotidien à leur côté, que ce soit les familles, les parents, dont on sait l'investissement et la créativité au niveau du milieu associatif, et les professionnels. Et si on n'avait qu'un message pour nous dire à quel point on était à cœur de réaliser cette rencontre, de l'organiser, que nos politiques soient attentifs à la richesse insoupçonnée de cet engagement ou de ces engagements. Et probablement que s'ils en avaient mieux ou plus conscience, je pense que notre République ne se poserait pas de mauvaises questions, elle se poserait les vraies questions, les justes questions, celles qui nous concernent au premier plan. Et ce n'est pas des questions de coups de costume, ou ce n'est pas des questions de politique au sens de ces dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. Je vais donner donc merci à vous deux.